Beaucoup disent que le XXIe siècle appartient à l'Asie. Et alors que le ministre thaïlandais des Affaires étrangères accueille son homologue chinois, il paraît y avoir beaucoup à célébrer. Avec les récents développements dans la région du sud-est asiatique, il ne fait aucun doute que l'Asie a déjà commencé à dominer le siècle. Et il s'agit d'une domination qui est menée par la Chine. La Chine a été le catalyseur du progrès et de la prospérité dans la région. Et bien sûr, la Chine s'élève et nous croyons que c'est définitivement une croissance pacifique et que la Chine sera importante pour nous, pour la paix et la stabilité dans la région. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et des représentants de l'ANCEA se sont réunis à Bangkok pour le forum de haut niveau organisé au 10e anniversaire du partenariat stratégique Chine-ANCEA. Une commémoration d'une décennie et un développement qui ont apporté des bénéfices tangibles à la région, tant politiquement que financièrement et culturellement. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'ANCEA avec un commerce bilatéral atteignant les 210 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année et devrait atteindre 500 milliards en 2015, soit une augmentation de quasiment 10 fois par rapport à la décennie écoulée. La Chine étant devenue le plus important partenaire de l'ANCEA, la coopération dans les investissements mutuels et la finance a réalisé d'immenses progrès et témoigne d'un élan de forte croissance. Avec le développement économique, la Chine et l'ANCEA sont confrontés à de nouveaux défis alors que leurs relations se diversifient et deviennent plus sophistiquées. À la lumière de cela, la Chine paraît être engagée à résoudre les différends par le biais de négociations amicales. Pour notre part, nous avons toujours été prêts à résoudre les différends par le biais du dialogue et des négociations directes. La Chine a maintenu la porte ouverte au dialogue et à la consultation et poursuivi les perspectives de résultats gagnant-gagnant. Et ce pourrait être un véritable test de la force de cette relation florissante. Si la Chine et l'ANCEA réussissent à trouver le juste équilibre entre coopération et concurrence, cela pourrait marquer l'âge d'or du XXIe siècle. Au réveil ce matin, les habitants d'Exideuil peuvent enfin constater l'ampleur des dégâts. En quelques minutes à peine, la grêle a endommagé des dizaines de toitures. L'épisode orageux aura été de courte durée, mais c'est sa violence qui a particulièrement choqué la population. Ça a été très soudain, c'est arrivé à 10h10 et c'est tombé à une allure très très forte, quoi. Moi, franchement, la lumière a été coupée très vite et j'ai eu vraiment très très peur. Très peur. Et ça n'a pas duré longtemps, à 2 fois, à chaque fois. Et le vasistat a éclaté et je me suis calfeutré dans la salle de bain. J'ai passé ma nuit debout dans la salle de bain. Aucune victime n'est à déplorer, mais les sapeurs-pompiers ont effectué près de 300 interventions dans l'urgence. Leur priorité, protéger les ouvertures pulvérisées par les impacts de grêle. Dans cette maison de retraite, c'est la sécurité des résidents qui est en jeu. Il faut qu'on bâche toute la partie grenier pour éviter justement qu'il y ait des infiltrations qui descendent à l'étage inférieur et qu'on soit obligé de déplacer tous les résidents, parce que là, ce serait évidemment beaucoup plus compliqué pour nous. Dans les rues d'Exideuil, les dégâts matériels sont conséquents. Les voitures portent encore les stigmates d'une nuit agitée. Constat identique à quelques kilomètres de là, chez le fabricant de chaussures Repetto, l'eau s'est infiltrée dans l'usine et n'a pas épargné une partie des stocks. Pour l'instant, on ne peut rien chiffrer. On va voir lundi. Il va falloir faire l'inventaire de tout ce qui a pris l'eau, l'humidité. Vous voyez, toutes les semelles qui étaient préparées et tout, tout ça, c'est bon à acheter, à refaire, etc. Dès les premières heures ce matin, de nombreux sinistrés tentaient de se rapprocher de leur assurance. L'opération Grand Nettoyage se poursuit et il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour réparer ce qui peut encore l'être. De la route. Sur l'autoroute des vacances, le temps suspend son vol. On ne parle plus en kilomètres à parcourir, mais en heures de conduite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains atteignent des records. 7, 8. Attends, c'est 2 heures. Ouais, 8 heures. 8 heures. Hier, on est parti à 15h. On l'a arrêté à 3h du matin, donc ça fait 9, 12 et plus de 3 heures encore ce matin. Voilà, ça fait 18. 18 heures de route là. Voilà. Arrêt au stand à l'aire d'autoroute, on s'y repose, on change de conducteur, mais aussi les jeunes enfants, surtout l'occasion de souffler un peu. On est parti à 5h du matin de Valence, donc ça va faire 6h qu'on est sur la route. Pas trop fatigué? Un petit peu, ouais. Bon, ça qu'on s'y attendait, ils avaient prévu noir, mais là c'est vrai que ça commence à être long, quoi. C'est aussi un point de rencontre,
Ce groupe d'amis se retrouve ici pour finir la route ensemble, mais vu les conditions de circulation, il y a eu quelques retards. Clermont-Ferrand, Limoges, on est un peu partout dans la France. Et le point de rencontre c'était ici alors? Voilà. Tout le monde est à l'heure? Non, un peu en retard, il y en a qui se sont perdus, mais bon ça va, on s'est retrouvés. Une voiture transformée en salle de concert. Dans telles conditions, les heures passent encore plus vite. 411, une autoroute où il n'y a aucun bouchon. Ouanlin, une aire de repos gigantesque, peu fréquentée. Difficile de croire que nous sommes dans l'enfer des départs en vacances. Ici, beaucoup de Français qui ont décidé de faire un crochet par la Belgique. On évite les péages et les bouchons. Vous allez où? À Gérardmer. Pour ce qui est des bouchons, vous évitez les bouchons français? Oui, surtout qu'aujourd'hui c'était samedi nord en France, donc la Belgique ça roule bien. Vous partez où vous? En Alsace. Vous êtes en Belgique ici, vous savez? Oui, mais pour nous, les gens du Nord, Pas-de-Calais, c'est plus facile de passer par la Belgique que le Luxembourg. Et puis il y a ceux qui se préparent mentalement à affronter les bouchons, car les embouteillages se trouvent plus loin, en France. On va essayer de s'arrêter au Luxembourg, chez une connaissance, pour laisser passer le gros et repartir après, quoi. Ah, vous avez étudié la carte? Non, on a pris le GPS. D'accord, et puis petite aire de repos pourquoi faire le plein d'essence avant de se lancer simplement? Oui, c'est ça, et puis pour remettre ce qu'il faut jusqu'au Luxembourg, pour pouvoir faire le plein au Luxembourg, et puis un peu souffler 2 heures de route, 20 minutes de repos. Du repos, c'est le dernier conseil qu'on peut vous donner pour bien démarrer les vacances. Nous quittons Tours et la Loire au petit matin. Et déjà un air de vacances. L'autoroute est bouchée. Les premiers vacanciers la contournent en empruntant notre nationale. On va essayer de traverser la mer pour aller à l'île de Ré. Bon choix. À l'ombre des platanes, pas grand monde sur la route. Et même à l'approche de Montbazon, autrefois réputé pour ses embouteillages, une époque qui a laissé des traces au café de la ville. À peu près 400-300 par jour. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de circulation. Célébré dans la presse locale, le temps des 400 croissants est révolu, mais certains continuent de traverser la France par ces itinéraires secondaires. C'est convivial, quoi. Je veux dire, on s'arrête dans un petit village, on peut discuter, on peut... ouais, voilà, faire une pause, puis voir ce qu'il y a aux alentours, découvrir, quoi, bien sûr, découvrir. Ici sur le bitume, le trafic se densifie légèrement. Au fil de l'eau, il reste des plus fluides. Je viens d'arriver, donc pour l'instant on attend la touche. Bon, il y a un peu d'activité, donc on verra. De toute façon, il fait beau, donc on en profite. Des toits de Montbazon à ceux de Sainte-Maure, une vingtaine de kilomètres. Pas de fromage de chèvre sur notre chemin, mais d'étranges ronds-points carrés sillonnent la ville. C'est le premier qui est dessus, qui est engagé, qui a priorité. Alors c'est un peu un cirque. Hein. Déjà l'heure de repartir, suivre l'exemple de ce chevreuil, et enfin commencer le montage de cet épisode. Le plus riche d'Europe est à la tête d'une constellation de sociétés partout dans le monde. 2 d'entre elles ont leur siège et leur bureau au 15e étage de cet immeuble bruxellois. L'une a vu en 3 fois son capital augmenter d'1,320 milliard d'euros, l'autre en 2 fois de 720 millions d'euros. En quelques mois, c'est donc plus de 2 milliards d'euros que Bernard Arnault a injecté dans notre pays. Comment expliquer ces mouvements de fonds ? Il a peut-être envie de travailler avec des partenaires belges qui lui proposent de beaux projets, qui l'intéressent sur le plan financier, qui l'intéressent sur le plan de l'investissement et qui l'intéressent dans la stratégie globale de son groupe. Autre chiffre intéressant, LVMH Finance Belgique a payé près de 12,5 millions d'euros au Trésor belge. Malgré tous les avantages fiscaux qu'il existe en Belgique et dont il peut profiter légitimement et légalement,
ça me paraît une bonne affaire, oui. Ça me paraît intéressant d'encaisser 12,5 millions d'euros le jour, enfin, au moment où la Belgique cherche des milliards d'euros pour combler son déficit. Tous ces investissements ont été réalisés fin 2012. Avant donc le retrait de la demande de nationalité belge de Bernard Arnault, l'homme d'affaires continuera-t-il à l'avenir d'investir dans notre pays? Réponse dans quelques mois. C'est une grande boucle autour de l'eau, entre Arcachon et le Cap Ferret. Ici, les deux roues tournent à plein régime. Le vélo, moyen de transport et d'évasion, l'échappée permanente pour cette famille francilienne en vacances, peloton fidèle. C'est 4 ans qu'on vient et vraiment ce côté nature, accessibilité à la ville, aux plages, voilà. Et puis la petite, elle adore ça. Chez nous, on ne peut jamais en faire parce que tellement qu'il fait froid. À Arcachon, la piste cyclable longe les villas du bord de mer et le port de Plaisance. C'est bon, Naël? Parcours accessible à tous, parfois même ombragé le long des forêts de pins. Promenade bucolique qui nous mène vers la plage Pereire. Pour nous, c'est la plus belle plage d'Arcachon. Parce qu'elle est très étendue, en fait. Elle est ombragée avec les sapins. Et c'est vraiment l'idéal. Pour Anaël, c'est l'heure de la récompense. Christelle et Gérard, eux, sont adeptes des voyages itinérants. Leur bassin d'Arcachon, c'est celui des chemins de traverse, en butinant, comme ils disent. Ce jour-là, ils font une pause au port ostréicole de Larros, à Guges-en-Mestras. Il y a énormément de choses à voir pour qui sait s'arrêter et puis observer un peu. En passant sur le petit pont, oh, le port il est magnifique, on s'est arrêté, clac clac. Il est un peu trop tôt pour déguster des huîtres, qu'importe. Le balai des bateaux de pêcheurs suffit à leur bonheur. À quelques kilomètres seulement, voici des paysages plus sauvages, ceux du parc ornithologique du Teche. Pour admirer la faune et la flore, il faut quitter la piste cyclable et emprunter le sentier du littoral. Et au détour d'un chemin, pour ces deux Perpignanaises, une découverte, une plage déserte, idéale pour leur pique-nique. À vélo, le bassin se dévoile côté coulisses. C'est absolument très varié, diversifié et très dépaysant. Et on voit les détails, mine de rien. Les fleurs, on a les odeurs, on entend les oiseaux. C'est vraiment l'idéal pour découvrir. Pour faire le tour du bassin, vous devrez pédaler pendant 80 km environ sur des pistes cyclables balisées. Rien d'insurmontable, car le parcours jusqu'au Cap Ferret est relativement plat. Et depuis la pointe, la vue est imprenable. C'est très très beau. Et là on voit la dune au plus près. Et là on voit la dune, bien. Partout sur toutes les côtes, il y a des coins sympas où on peut être tranquille. Ça c'est génial. Avant de faire demi-tour ou de rejoindre Arcachon en bateau, ne pas oublier de contempler la dune du Pilat, qui se dresse majestueuse de l'autre côté du bassin. Toujours à l'ombre, Suzanne et Armand savourent la vue et la relative fraîcheur. Le lac Vert, c'est une oasis. La chaleur, je ne la supporte pas. C'est pour ça qu'on monte. On est parti avec 33 et puis là, on avait 26. À plus de 1000 mètres d'altitude, dans une nature préservée, les lacs vosgiens attirent toujours de nombreux randonneurs. Lorsqu'en plaine, l'atmosphère est irrespirable, ici on revit et on peut même redevenir actif. Quelques degrés de moins font la différence. On monte là, il y a, je sais pas moi, 7 degrés en moins, du vent. On avait même le gilet ce matin à l'ombre. Voilà, le panard quoi. Si le GR5 peut vous mener là-haut sur la crête, aujourd'hui Amina, Philippe et leur fils Thomas resteront au bord de l'eau. Ces touristes n'imaginaient pas qu'il ferait aussi chaud en Alsace. Pas du tout. Je pensais que c'était vraiment l'Est et qu'il y avait plutôt des températures, disons, bien plus fraîches que de là où on vient. Et donc là, je suis assez surprise, effectivement. Pendant que maman surveille, les enfants barbotent. La baignade est interdite, mais difficile de résister à la tentation. L'eau est froide, Alvin, Johan et Mathéo ont compris la technique.
Surface, c'est plus chaud parce qu'il y a le soleil qui est dessus. Ça, il faut bien nager bien droit qu'on a chaud. En attendant les orages, le lac Vert reste une parenthèse rafraîchissante dans une Alsace en vigilance canicule. Quand le thermomètre affiche plus de 35 degrés à l'ombre, tout s'arrête. On est comme paralysé par la chaleur. Mais à Limoges, Robert Giroux, lui, s'active. Il est fabricant de pain de glace. Il a froid quand les autres ont chaud. Même par ce temps, il faut à peu près 12 heures pour que ça fonde à l'air libre. Ces blocs de 20 kilos ne resteront pas longtemps dehors. Ils vont rejoindre les autres, déjà prêts dans la chambre froide. Robert est prévoyant, les réserves sont bien garnies. Cette glace sert souvent à refroidir les buffets et les boissons. Pour quelle date? Bon, ce sera pour le samedi 17 alors. Et à chaque fin de semaine, ce sont plutôt le téléphone et le carnet de commandes de Robert qui risquent la surchauffe. Si tout va bien, enfin qui se sera annoncé, il doit y avoir 8 kilos. Oui, mais enfin, il y en a beaucoup qui viennent, ça, ils ont l'habitude, ils viennent sans s'annoncer. Et vous avez toujours de la glace de prête? Ah oui, il y en a toujours en stock. La frigogène de 1928 est réglée comme une horloge. Grâce à un condensateur, un évaporateur et de la saumure, l'eau du robinet chute à moins 6 degrés. Il n'y a plus qu'à immerger ces énormes bacs à glaçons et attendre 24 heures. C'est le mystère, voilà. Enfin, si je trouvais une personne un jour qui m'explique le fonctionnement, je serais content, mais enfin... Allez, dans l'immédiat, peu importe la manière, ces énormes glaçons sont simplement porteurs d'une promesse de fraîcheur. L'été, insulaires et vacanciers sont tous à la recherche. Ça se découvre, nos plages cachées. Après, on en profite. Philippe, paillotiste à l'entrée de la réserve de la Pointe du Cap Corse, a toujours eu sa préférée. La Genovese. C'est après la tour de Sainte-Marie, c'est la plus belle. C'est mythique. Mieux que les Caraïbes, vous verrez. Alain, le gardien des lieux, les connaît bien. Il protège ces plages cachées toute l'année et nous en donne sa définition. Les gens qui préparent leurs vacances, je pense qu'eux-mêmes n'imaginent même pas qu'il puisse exister des endroits aussi paradisiaques. Une fois qu'ils le découvrent, moi j'ai vu des gens qui sont restés sans voix. Et puis c'est le silence. On peut vraiment savourer l'instant et c'est très très reposant. Entre deux plongeons, entre copains, Paul et son épouse viennent depuis 43 ans sur les plages de Sainte-Marie et de Cala Genovese. Alors je vais vous dire, je suis venu ici, il n'y avait personne. D'abord à la tour Sainte-Marie. Chaque année, avec ma femme, on va en Thaïlande, mais le paradis il est vraiment ici. Découvrir son bout de plage version Robinson Crusoe, cette activité se pratique aussi dans le désert des Agriates. Dans cet univers sauvage et préservé, le jeune Greg, loueur de bateaux à Saint-Florent, nous guide dans notre quête. On est dans une des premières plages de sable du golfe de Saint-Florent. On est à Fiumezanto. On n'a pas besoin de naviguer une demi-heure pour voir des plages magnifiques. C'est ton coup de cœur ? Celle-ci, c'est pas un préféré. C'est pas un préféré, mais elle est super belle. Les plages cachées sont avant tout de belles machines à remonter le temps. Oh, c'est mon enfance, oui. Je venais à pied, là, je venais pêcher les oursins à l'époque. Oui, mais j'étais tout jeune. Vous continuez à venir ? Ah oui, moi j'habite le continent, mais je reviens régulièrement. Parce que la Corse me manque, comme à tous les Corses. Hein. Voilà. Et ces plages cachées aussi ? Oui, oui, forcément. Hein. Mais il faut avoir un petit bateau, hein. Même un petit zozo, mais pour y arriver, il faut un petit zozo, voilà. C'est un dépaysement. C'est magnifique, on n'a même pas ces mots pour une eau turquoise, on voit les fonds, on voit les poissons, les algues, c'est géant, c'est super beau. Maintenant, Greg nous emmène vers sa plage coup de cœur, à Traou. Elle est magnifique parce que le sable est pur. Il y a un petit paillage au-dessus en pierre qui peut accueillir les touristes, les campeurs qui veulent passer la nuit à la fraîche. Bon, alors selon moi, c'est la plus belle plage du désert, hein, vraiment. Ce palier, construit en pierre plate, vient d'être réhabilité. Chaque plage possédait le sien.
Quand on passe une nuit ici, qu'on entend les cigales, qu'on entend la mer, c'est incroyable. On n'a plus envie de partir d'ici. Du désert des Agriates à la pointe du Cap Corse, les plages sont étourdissantes, parfois irréelles. Les pontons et les voiliers sont en suspens dans une eau translucide. Les plages cachées existent bien, à nous de les protéger et de les conserver intactes pour nos enfants.